Sans plus attendre, je vais tout de suite inviter à me rejoindre Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc. Monsieur le président du directoire de Bretagne Commerce International, monsieur le président de la région Bretagne, cher Loïc, monsieur le ministre, cher Jean-Yves, mesdames et messieurs les ambassadeurs et les ambassadrices, mesdames et messieurs les membres des gouvernements, des consulats, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je vais arrêter là, sinon je faisais mes 4 minutes dans les présentations des salutations. Bienvenue pour cette troisième édition de l'Open de l'International ici à Saint-Brieuc, troisième édition à Saint-Brieuc. Et c'est ici déjà, m'a-t-on dit, qu'il y avait eu le précédent record, 1100 rendez-vous B2B, puisque c'est aussi cette formule qui fait votre attache, votre marque. En une seule journée, 1100 B2B, c'est exceptionnel. Vous et moi, nous nous ressemblons plus que vous ne l'imaginez. En tant que jeune nouveau maire, il y a 2 ans, j'ai repris une belle et vénérable entreprise de 1200 personnes, Saint-Brieuc. Une entreprise quelque peu vieillissante, je sais, un petit peu en difficulté, c'est vrai, mais une entreprise avec de sacrés potentiels. Et puis, une entreprise avec une base client de 45 000 briochines et briochins sur laquelle je peux compter, et ça, pour moi, ça fait une sacrée différence. Pour ma ville, j'ai le même souci que vous, c'est-à-dire comment faire pour qu'elle soit mieux identifiée, comment gagner en notoriété, comment fidéliser, comment gagner des habitants, comment gagner des entreprises, comment être plus attractive, comment attirer au-delà du territoire naturel de notre ville. Imaginez le maire de Saint-Brieuc dans les ministères, à Paris, avec des investisseurs, devant parler de Saint-Brieuc. C'est une vraie difficulté. Alors je me suis dit, il faut faire de ce qui en apparence est un défaut une force. Saint-Malo a ses remparts, Vannes a le golf, Lorient son festival et ses courses au large. Je vous salue. À Saint-Brieuc, je vais devoir faire une force, ce qui semble nous manquer. À Saint-Brieuc, nous ne sommes pas captifs d'une image, nous sommes donc libres de la créer. Tout est parti de cette simple idée. Et si on définissait, et si on construisait l'image de Saint-Brieuc tous ensemble, avec les briochines et les briochins? C'est comme ça que l'hiver dernier, nous avons bâti, nous aussi, une campagne pour trouver le positionnement de Saint-Brieuc. On a demandé aux gens, aux entreprises, aux institutions, ceux qui habitaient ici, ceux qui venaient y travailler, ceux qui l'ont quitté, ceux qui viennent tous les jours. Le pari était de construire avec vous parce que ça changeait tout. Et après des mois de travail, ce qui en ressort est que Saint-Brieuc, bien entendu, c'est une ville bretonne, bord de mer, très connectée, 2 heures de Paris. Mais avant tout, Saint-Brieuc est un laboratoire d'idées, un laboratoire d'initiatives, une ville où tout est permis, où on peut tout essayer, on peut tout tester. Et vous, les entrepreneurs, vous le savez bien, il faut parfois tester 10, 100, 1000 idées pour trouver la bonne. Mais vous le savez aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un état d'esprit de tout tenter et d'essayer. Eh bien, c'est aussi l'état d'esprit de Saint-Brieuc. Ici, à Saint-Brieuc, on est libre de s'inventer. J'en veux pour preuve la French Tech, Saint-Brieuc Bay. 77 startups se développent ici avec cette façon si particulière qu'à la Bretagne, cette façon de se développer en essayant, en coopérant, épaule contre épaule, squaz ou squaz. Et ça fonctionne tellement bien que nous sommes en train de créer ici notre totem de l'innovation. C'est un énorme tiers-lieu, porte d'entrée d'innovation technologique, sociale, culturelle, solidaire. Le seul impératif, c'est que ça doit aboutir sur un projet d'entreprise, un nouveau business, une nouvelle aventure. Mesdames et messieurs, la Bretagne est une terre de navigateurs, une terre de voyageurs. Le breton n'improvise pas, il réfléchit, il se prépare. Il va chercher de l'aide, du soutien autour de lui pour réussir son projet. Et puis, un matin, un soir, il se lance. L'horizon est la plus belle frontière qui soit, car c'est la seule qui nous donne envie d'aller toujours plus loin. Vous faites toutes et tous partie de cette famille de voyageurs, explorateurs, pour qui la Bretagne est un port et l'horizon son terrain de jeu.
Alors moi, le maire de Saint-Brieuc, je suis fier de partager cet esprit avec vous. Et comme à Saint-Brieuc, soyez libres de s'inventer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hervé Guillard, monsieur le maire de Saint-Brieuc, pour cette introduction qui nous donne effectivement un cap aussi à suivre. J'invite à présent Christian Kefelec, le président du directoire de BCI, pour ouvrir nos travaux de cette plénière, cette 10e édition de l'Open. Effectivement, bonjour à tous, bonjour messieurs les présidents, monsieur le ministre. Je ne vais pas, comme monsieur le maire, énumérer la liste. Merci monsieur le maire de Saint-Brieuc de bien vouloir nous recevoir pour cet Open, le 10e Open BCI, après 2 années un petit peu en sommeil, pour les raisons que chacun connaît. J'ai l'immense honneur depuis 9 mois de présider BCI et l'immense honneur de vous réunir pour cette plénière. Alors c'est impressionnant, vous êtes nombreux, la salle est pleine et je trouve ça extraordinaire parce que l'équipe a bien préparé cette plénière. Nous avons des invités de marque et d'honneur qui, je l'espère, et je n'ai aucun doute à ce sujet, vont nous pousser à réfléchir sur demain. C'est très important pour notre association. J'y reviendrai peut-être en conclusion de vous dire pourquoi nous avons choisi ce thème cette année. En tout cas, je vous souhaite une excellente plénière et puis je ne prends pas la parole plus longtemps. Ça permet de gagner du temps, mon cher. Merci beaucoup, cher Christian, pour cette ponctualité. Bien, alors dans ce cas, sans transition, je vais tout de suite inviter nos 4 invités, nos 4 grands témoins à la table ronde à venir à mes côtés pour illustrer la Bretagne et l'international dans un monde en transition. Vous avez vu, il y a un S majuscule à ce mot de transition dont on parle beaucoup. Eh bien, c'est cette dimension plurielle que l'on va explorer ensemble, les défis futurs. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie Tabarly. Merci d'être avec nous. Jean-Loup Chrétien, Alexandre Sobo et Jean-Yves Le Drian. Merci de venir prendre place sous vos applaudissements, évidemment. Voilà, prenez place. Monsieur le ministre, monsieur le spationaute, madame la navigatrice et monsieur l'industriel. Voilà, installez-vous. Il y a des micros pour chacun. Donc Marie Tabarly, je fais les présentations rapides, mais tout le monde se connaît autour de cette table et c'est ça qui la rend sympathique. Vous êtes navigatrice, capitaine de Penduic 6, fondatrice du projet Élémentaire, en plein entre deux escales pour repartir dans quelques jours et préparer en 2023, en septembre 2023, une course tout à fait formidable dans l'esprit des grandes courses. On en reparlera dans quelques instants. Jean-Loup Chrétien, qui me le rappelait, c'était il y a 40 ans que vous étiez dans l'espace et ça nous a marqué toute une génération. On parlera avec vous évidemment de spatial, on parlera aussi d'innovation parce que vous êtes un homme qui est aussi un entrepreneur et avec votre société Titronics, vous avez très tôt imaginé des solutions pour inventer l'avenir. Alexandre Sobo, vous êtes vous le président de France Industrie et vice-président du Conseil national de l'industrie. Vous êtes entrepreneur, dirigeant du groupe familial Olot Group et avec vous, on parlera de l'importance justement de l'industrie et peut-être de la réindustrialisation de la France au regard des grands enjeux des transitions dont on parle. Mais tout de suite, c'est vers vous, Jean-Yves Le Drian, que je me tourne pour ouvrir cet échange. Et peut-être avant cela, voilà, vous allez prendre un micro. On le disait, 10 ans d'Open de l'international. Quel chemin parcouru? Ça fonctionne normalement? Ça fonctionne? Ouais. Oui. Voilà, on vous entend bien et on est heureux de vous retrouver. 10 ans, quel chemin parcouru lorsque vous aviez eu cette idée aussi avec d'autres de réunir ainsi les entrepreneurs bretons pour leur donner le goût du grand large? C'était une nécessité. Je crois que cette nécessité était comprise par les chefs d'entreprise. Mais il y a 10 ans, il y avait une organisation qui s'appelait Bretagne Internationale, qui avait été initiée par Bernard Angot en particulier, qui regroupait beaucoup de chefs d'entreprise qui trouvaient leur intérêt par définition. Et puis, il y avait la Chambre régionale de commerce et d'industrie qui avait elle-même ses propres prestations à l'international. Et tout ce monde-là se concurrençait d'une certaine manière. Tu viens chez moi, tu n'es pas chez l'autre. C'était stupide. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller dans un salon à l'international, un salon à l'étranger, et ma surprise a été de voir dans le même salon à la fois le stand de Bretagne Internationale et juste à côté le stand de la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne.
on était, en gros, on passait pour des cons. Ça manquait de cohérence. Parlons clairement. Et donc, il a fallu essayer de rapprocher les points de vue pour avoir un outil unique, un guichet unique d'entrée à l'international. Et je crois qu'il faut que je remercie ici Alain Daher, qui à l'époque était le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et puis Gilles Fallin, qui ont contribué à ce que le bon sens l'emporte. Et ça a été, je crois, le cas. Loïc Chenet-Girard, qui est là, que je salue avec plaisir, me rappelait tout à l'heure ce qui s'était passé exactement au moment de la fusion. Alors on va se le redire, parce que moi je croyais que c'était fait, et en fait c'était pas fait. Et donc lors de la réunion d'il y a 10 ans dans la même configuration, à ce moment-là j'avais un peu d'autorité, je n'ai plus beaucoup parce que j'étais ministre de la Défense. Et donc j'ai dit vive la fusion, elle est faite. Et tout le monde a applaudi, et donc du coup la fusion s'est faite par applaudissement sans que les principaux acteurs soient vraiment décidés à le faire. Donc du coup ça s'est fait, je m'en réjouis. Au-delà de cela, plusieurs considérations que j'ai déjà dû exposer antérieurement, mais que dans les différentes instances que vous avez tenues. D'abord, je dois dire que je suis un habitué, parce que c'est la première réunion en live, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il y a eu des réunions online l'année dernière, l'année avant, mais la réunion précédente, j'étais le présent aussi, c'était à Brest. Tout à fait. Dans le thème, d'ailleurs, c'était, j'ai regardé ça en venant, c'était l'action internationale de la Bretagne dans un monde en crise. En 2019, on n'avait rien vu sur le monde en crise. On était déjà dans ce sentiment-là, dans un monde en crise. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, cette expérience bretonne m'a amené, lorsque je suis devenu ministre des Affaires étrangères, et donc avec en charge, même si j'avais pour ce faire un ministre délégué, Franck Riester, jusqu'à tout à l'heure, qui suivait tout cela, m'a amené à proposer que l'on réforme les choses. Et la stupidité que nous avions, c'est que ce qui se passait en Bretagne, je l'ai constaté, se passait aussi ailleurs, dans d'autres régions. Et que, parallèlement à cela, nous avions un déficit profond de nos capacités à agir à l'international. Et je l'ai constaté d'ailleurs depuis. Les grands groupes qui font l'essentiel, une grande partie de notre balance commerciale internationale, même si elle est déficitaire, ils se débrouillent tout seuls. Ils ont leur propre réseau, et quand il y a besoin d'un coup de main, ils font appel au ministre lui-même pour aller négocier le final. Oui, et ça se passe pour le métro du Caire, ça se passe pour l'aéroport de la Havane. Enfin, je ne vais pas raconter tous mes souvenirs, hein, quelques rafales au passage. Mais les grands groupes n'ont pas besoin de système. Et lorsque les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les ETI, veulent agir à l'international, elles se trouvaient devant les mêmes difficultés que l'on rencontrait en Bretagne. Il y avait plusieurs acteurs au départ, c'est déjà compliqué, mais plusieurs acteurs à l'arrivée, puisque dans tel endroit, il y avait à la fois les conseillers du commerce extérieur qui s'organisaient, vous aviez les services de l'ambassade, vous aviez des agences spécialisées, vous aviez les chambres de commerce internationales. Tout le monde essayait d'aller offrir ses services, et on ne travaillait pas en meute. Le modèle breton, il a fait école, donc, du coup. J'ai souhaité, mais il fallait le faire vite, puisque l'affirmation des territoires est toujours un problème dans la République française. Il fallait, me semble-t-il, être cohérent avec nous-mêmes. C'est-à-dire, à partir du moment où la décentralisation antérieure a donné pour compétence aux régions l'activité économique, il était absurde que les régions n'aient pas la responsabilité précisément de la capacité exportatrice des entreprises dont elles ont la responsabilité, ou disons, dont elles ont la cohérence et la compétence au niveau national. Et donc, j'ai proposé que le commerce extérieur soit de responsabilité régionale, et que chaque président de région décide de l'outil unique
qui serait l'interlocuteur des entreprises pour qu'il y ait plus grande transparence et plus grand pragmatisme, pour qu'il n'y ait pas qu'un seul modèle. Alors, il y a le modèle breton, c'est BCI, mais il y a d'autres modèles ailleurs, à condition qu'il y ait une seule référence, c'est-à-dire le conseil régional. Ça, c'est pour le national, pour notre territoire. Mais il fallait faire la même chose aussi à l'accueil, puisque à l'accueil, vous aviez plein de monde qui s'en occupait. Et donc, j'ai fait en sorte que par la loi et par le décret, les ambassadeurs soient aussi la seule structure d'accueil avec un outil qu'ils mettent en place en fonction de la situation. Dans tel pays, c'est plutôt les conseillers du commerce extérieur, dans tel pays, c'est plutôt la chambre de commerce et d'industrie, ou alors une agence. Il y a bien un seul outil, un seul guichet à l'entrée, un seul guichet à la sortie, un seul responsable à l'entrée, le conseil régional, un seul responsable à la sortie, l'ambassadeur. Meilleure lisibilité, simplification et Ouais, mais efficacité accrue. c'est pas Mais si c'est pas simple, si simple, c'est pas hein. si simple à faire, hein, parce qu'il y a des habitudes et parce que il y a des conservatismes, parce qu'il y a des précarés, parce qu'il y a des rentes. Et je pense que maintenant, ça marche. Alors, le sujet principal étant que à l'exportation, on puisse avoir une réactivité suffisamment grande pour qu'il y ait aussi la participation dans le dispositif des financiers, y compris BPI. Mais ça s'est bien passé du même coup, à la fois au départ et à l'arrivée pour les garanties et pour la stimulation, et que chaque entreprise trouve le plus rapidement possible un interlocuteur qui lui indique les chemins à parcourir, et en particulier les primo-exportateurs. Parce qu'on a un peu cette fragilité en France, comme quoi l'exportation ne concerne que les grands. Non, l'exportation doit concerner tout le monde, qu'il faut qu'il y ait une culture à l'exportation. Et la culture à l'exportation, elle ne commence pas par faire un voyage à l'étranger, elle commence sur les territoires. Eh bien, C'est c'est ce que nous vraiment sommes en le train sujet de faire de dans cette BCI. journée ici à Saint-Brieuc. C'était important de vous entendre, effectivement, Monsieur le Ministre, rappeler la jeunesse de cette philosophie. Je reviens sur notre thématique de cette table ronde, la Bretagne et l'international dans un monde en transition, avec le pluriel qui s'impose pour transition, les défis futurs, ainsi l'avez-vous libellé. On va peut-être prendre un premier temps pour ensemble essayer de dresser quelques constats sur ces tensions. Ces tensions, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont énergétiques aujourd'hui. J'aimerais bien vous entendre avec les regards complémentaires qui sont les vôtres pour nous éclairer sur cette diversité des transitions dans lesquelles il faut inscrire notre action à l'international. Est-ce que, évidemment, vous avez encore le micro et j'ai envie de vous le laisser quelques instants à nouveau. Vous avez été, j'allais dire, l'acteur et l'observateur privilégié pendant 10 ans de tous ces soubresauts du monde. S'il fallait nous aider à cartographier justement les enjeux quand on se planche et quand on se plonge comme le font celles et ceux qui nous écoutent dans une perspective de travailler à l'international en tant qu'entrepreneur, la carte du monde a changé, les zones de risque se sont multipliées. Pas facile d'y voir clair. Il ne faut pas me laisser le micro sur ce genre de sujet parce que je risque de rester longtemps. Pour essayer de résumer, nous sommes un monde en désordre total, en conflictualité permanente, en bascule historique. Nous sommes dans la situation de 1945, sauf qu'à ce moment-là, nous étions après la guerre, tandis que là, les guerres sont encore devant nous, je pense aux guerres dans tous les sens du terme. Donc nous sommes depuis 3 ans, je rappelais l'histoire de Brest, puisqu'on se disait déjà à Brest, on est en crise. Depuis, il y a eu et la Covid, et l'Ukraine, et tout ça n'est pas fini. Donc on est dans un monde un peu affolé, qui n'a plus de règles, où les rivalités de puissance sont exacerbées. À un moment donné, un grand auteur américain disait que on était à la fin de l'histoire. On est sur le retour de l'histoire. On revient au 19e, au sens des empires, au sens des affrontements, mais avec toute la donne nouvelle que les grands défis de demain font apparaître, à la fois, mais Jean-Luc Chrétien nous en dira plus, la compétition dans l'espace, la compétition dans les océans, la compétition et la conflictualité sur le cyber, et la conflictualité sur l'information. Donc, nous sommes dans la confrontation totale. Et je ne nous promets pas des beaux jours après 10 ans d'expérience.
La bonne nouvelle, c'est quand même l'Europe, peut-être, dans cet Je vais océan. y venir, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, la bonne nouvelle, c'est l'Europe en l'occurrence. Et pour reparler de la Covid, en fait, il y a eu 3 phases. Avant la Covid, c'est ce qu'on se disait à Brest. Il y avait une radicalisation de la conflictualité entre puissances qui apparaissait un peu partout dans le monde et dans laquelle, dans cette radicalisation, l'Europe était quand même assez impuissante. Ensuite, la Covid a montré que, je ne donne qu'un seul exemple, que l'Europe ne produisait pas un seul gramme de paracétamol. Voilà où nous en étions. C'est-à-dire que nous avions une dépendance considérable dans les domaines les plus essentiels qui est celui de la santé. Et donc, l'interrogation sur la mondialisation est venue de là. Avant, nous étions dans la conflictualité sur la mondialisation. Là, il y avait une interrogation lourde qui est toujours présente aujourd'hui sur la mondialisation de demain. Moi, je ne suis pas du tout pour la démondialisation, mais je pense que toutes les questions qui ont été posées, qui sont posées aujourd'hui, nous amènent à penser que la chaîne de valeur doit se réorganiser et qu'il va y avoir une relocalisation d'une partie de la chaîne de valeur en Europe. Je reviendrai sur l'Europe tout à l'heure. Et puis, il y a eu la crise ukrainienne. Sur la Covid, je reviens un tout petit peu en arrière parce qu'il faut dire cela aussi. La conflictualité entre les puissances s'est manifestée aussi pendant la Covid, avec la guerre des vaccins. La course au vaccin, oui. La guerre des vaccins. Vous employez ce terme. La provocation au vaccin. Je sais qu'il y a un certain nombre de représentants de pays africains ici, mais j'appelais ça à un moment donné le vaccin du tarmac. C'est-à-dire qu'on posait des vaccins venus de tel ou tel pays. Je ne vais pas faire d'agression particulière, même si je ne suis plus en fonction, mais je garde un peu de prudence. On mettait des vaccins sur un tarmac et on disait, voyez comme nous sommes grands, nous offrons des vaccins. Mais il n'y avait pas de deuxième train et on ne disait pas non plus comment on allait affecter les vaccins pour qu'ils quittent le tarmac et qu'ils puissent être utilisés. Bref, il y a eu une guerre des vaccins dans laquelle d'ailleurs l'Europe s'est plutôt bien sortie et bien comportée. Et il y a eu aussi une guerre des masques. Tout ça on le connaît. Au-delà de ça, après, il y a la crise ukrainienne. Les rivalités de puissance d'avant la Covid, plus la crise ukrainienne font que nous sommes dans un autre monde dont je ne connais pas la sortie. Merci beaucoup pour cette analyse importante à entendre aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Alexandre Sobo. Je le disais, vous êtes depuis 2 ans le président de France Industrie. C'est une organisation professionnelle qui est représentative de l'industrie en France. Elle a été créée en 2018. Vous la présidez depuis 2020. 29 fédérations sectorielles de l'industrie, les présidents de 48 grandes entreprises françaises, privées et publiques, c'est important de le rappeler, qui interviennent dans tous les secteurs et qui siègent dans cette organisation. Le regard que vous portez, justement, vous, dans le momentum, j'allais-je dire, que vient de décrire le ministre, par rapport aux acteurs industriels que vous représentez, dans quel état d'esprit sont-ils et comment, justement, garder quand même un peu d'espoir dans cet océan d'inquiétude qui vient d'être rappelé? D'abord, je pense que quand on est industriel, quelles que soient les circonstances, on se doit d'être optimiste, sinon on ne fait pas ce métier. Et il y a, dans ce contexte qu'a très bien décrit Jean-Yves Le Drian, on a quand même quelques facteurs d'espoir. Le premier, c'est qu'on a 2 transitions structurelles majeures qui vont rebattre les cartes. On a une transition autour du numérique, on a une transition autour de l'énergie, de l'écologie, qui vont remettre à plat un certain nombre de choses. Et quand on le regarde de près, notamment la deuxième, et on commence à le voir, alors ça a été exacerbé par la crise ukrainienne, là, les perspectives de réduction d'approvisionnement en gaz, mais c'est quand même une rupture et un choc qui va avoir des effets beaucoup plus forts en Allemagne qu'en France. Et donc, c'est encore une fois, il ne s'agit pas de se réjouir du malheur des autres, mais juste de se dire, dans un moment où on défend à France Industrie l'idée qu'on peut réindustrialiser la France, ces moments de rupture et de choc sont des occasions de se refaire. Comme on le sait dans les marchés, quand on est 2 fois plus petit que le numéro 1, s'il ne se passe rien, la probabilité qu'on le rattrape est assez faible. Quand il y a des ruptures technologiques, c'est là qu'il faut agir. C'est le moment où il faut agir. La deuxième chose, et de ce point de vue-là, les 5 dernières années l'ont bien montré, on a une chance de s'en sortir que si l'industrie et l'État au sens large, l'ensemble des pouvoirs publics travaillent ensemble. Et de ce point de vue-là, je voudrais rendre hommage, et pas seulement parce que je suis ici, à tout ce qui est fait en Bretagne, parce que, initié par Jean-Yves Le Drian, poursuivi par Loïc Chenet-Girard, il y a une vraie volonté de faire les choses ensemble, de se parler, le travail de collectif se est une comprendre. réalité. Ouais. C'est une réalité, mais surtout, il n'y a pas d'autre chance de succès. Il ne faut pas imaginer que l'État pourra, avec 3 décisions dans son coin, régler le problème.
Et face à tout ce qui nous attend, il ne faut pas imaginer que les industriels y arriveront tout seuls. C'est parce qu'on travaille ensemble sur tous les sujets. On peut parler d'emploi, on peut parler d'aménagement du territoire, on peut parler de soutien à l'innovation. Ça a été dit, hein, faire plus vert, c'est faire plus cher. Et dans l'industrie, s'il se passe un d'autre, faire plus cher, c'est sortir du marché. Donc il va falloir des dispositifs de soutien, d'accompagnement autour Ou de des tout ça. technologies de rupture pour inventer d'autres Voilà, manières de faire. en attendant ou en accompagnement du fait que d'extraordinaires innovations permettent demain de mettre à disposition de nos concitoyens des solutions décarbonées ou des solutions nouvelles qui seront à des prix assez proches de celles qui avant. C'est un des sujets de la voiture électrique, hein. Personne n'a rien contre la voiture électrique, simplement elle coûte aujourd'hui 50% plus cher qu'une voiture thermique et on a tous à faire des investissements considérables pour installer sur l'ensemble du territoire un système de recharge qui fait que la liberté fondamentale, qui est celle de se déplacer, ne soit pas remise en cause. Imaginez qu'on va pouvoir faire ça tout seul dans son coin, ou les industriels, ou la puissance publique, ça ne marchera jamais. Et on a pu observer dans certains débats récents que l'inquiétude que je manifeste n'a pas toujours été totalement infondée. Quand on voit certaines décisions de principe, certains calendriers, on voit bien que notre capacité... 35 en Europe. Par exemple, qui sont, quand on interroge tous les industriels aujourd'hui, si c'est une contrainte, on va s'y adapter. Mais c'est sans doute une contrainte qui a une utilité écologique par rapport à 2040 ou 2045 qui paraît pas majeure et dans un calendrier qui eût sans doute permis de faire plus intelligent, moins douloureux socialement, plus en ligne avec des évolutions technologiques qu'on est capable de faire. Mais voilà, dans cet environnement, il y a quand même plein d'opportunités, si on fait les choses bien ensemble, d'y arriver. Et puis, On entend votre optimisme. et puis, il y a quand même un deuxième sujet, et là aussi, ça a été très bien introduit, c'est tous les enjeux de souveraineté. C'est-à-dire que les gens ont enfin repris conscience qu'un pays sans industrie, c'est juste un pays faible. C'est un pays pas souverain, c'est un pays pas maître de son destin. Il n'est pas trop tard. Non, En il n'est pas France. trop tard. Il n'est pas trop tard, mais il faut que tout le Depuis monde en 20 ans, on a accepte. quand même assisté même à 40. un détricotage important. Un déclin dans l'indifférence. Les discours sont en train de changer, les Les mentalités aussi, on y reviendra tout à l'heure. Oui, mais justement, je voudrais revenir Ouais. là-dessus, parce que d'abord, les discours sont en train de changer, mais les gens me demandent souvent pourquoi est-ce qu'on a désindustrialisé, quelle décision a été prise. Mais en fait, c'est ça qui est diabolique, c'est que c'est parce qu'il n'y a pas de décisions qui ont été prises qu'on a désindustrialisé. C'est-à-dire que personne n'a décidé de désindustrialiser la France. À un moment donné, on a enchaîné un certain nombre de réformes sans que personne se pose les questions des conséquences que ça a. On ne va pas refaire ici de la politique. Et donc, dans ce contexte, on a effectivement une deuxième opportunité dans la prise de conscience, mais il faut que la prise de conscience, elle aille jusqu'au bout. C'est-à-dire de l'industrie, c'est aussi des usines qui ne sont pas toutes très loin de chez soi. C'est des éoliennes en mer, c'est des implantations industrielles, c'est trouver un bon équilibre quand on est dans un contexte de limitation, d'artificialisation des sols. C'est aussi l'acceptation des conséquences pour chacun de ce choix stratégique entre On a tous des injonctions paradoxales auxquelles nous sommes confrontés. On est au cœur d'une injonction paradoxale qui, si on n'y répond pas correctement, va affecter durablement la place de la France dans le monde, mais ça, à la limite, on peut décider de s'en foutre, mais surtout notre niveau de vie. C'est-à-dire que si on n'y répond pas ensemble correctement, dans 20 ans, le niveau de vie en France ne sera plus du tout ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment, évidemment, en France Industrie, on défend cette idée d'industrialisation, mais en fait, ça doit devenir un projet du pays. Sinon, on n'y arrivera pas. Grande cause nationale. Jean-Loup Chrétien, vous observez depuis des années l'évolution aussi de cette influence de la France au niveau international, au niveau spatial. Vous me le rappeliez juste avant de rentrer dans cette salle, c'était il y a tout juste 40 ans que vous étiez à bord de cette station spatiale Salyut 7 qui nous avait tous captivés. Vous avez aussi été entrepreneur et vous vous êtes lancé dans une aventure entrepreneuriale avec Tytronics. Vous avez mis au point des solutions pour lutter contre l'éblouissement dans des différents métiers. C'est des activités qui ont connu des succès variés, pas toujours aussi bien ressentis, notamment ici en France, ou bien accueillis que vous l'auriez souhaité. Quel regard vous portez justement sur ces grandes transitions qui nous caractérisent aujourd'hui? Vous partagez les analyses qui viennent d'être faites et vous avez peut-être quelque chose de plus encore à nous dire au regard de l'expérience qui est la vôtre. Voilà, il suffit juste. Allez-y, allez-y. Ouais. Oui, je partage tout à fait, bien sûr. Et l'expérience que j'ai eue qui m'a permis de fréquenter divers pays en échange à la fois pour le milieu spatial, mais aussi en échange humain, je me suis rendu compte
plusieurs éléments importants. L'importance des relations humaines. Quand on va quelque part et on veut coopérer ou échanger, bien connaître le milieu que l'on va fréquenter, ce n'est pas facile parce que les informations que l'on reçoit et que j'avais reçues à l'époque, en particulier sur la Russie, se sont révélées un peu contradictoires. Et c'est normal. C'est normal. On est préparé par des gens qui n'ont pas forcément eu de contact étroit avec le pays où on va. Chez les Américains, un peu plus facile, puisque effectivement, on avait à l'époque plus de relations avec les États-Unis qu'avec l'URSS. Et puis, l'image, alors c'est la big picture, comme disent nos collègues anglo-saxons, l'image de l'espace actuellement, donc d'une coopération qui perdure bien. Quelques branches de l'arbre ont été coupées, mais cette coopération continue. Et j'ai deux petites images dans ce domaine qui sont amusantes, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme aujourd'hui, en ce moment. C'est la remarque d'un cosmonaute ukrainien. Il se trouve que dans la population des cosmonautes russes aujourd'hui, il y a une trentaine d'entre eux qui sont moitié ukrainiens, moitié russes. Et dès le début du conflit, il avait écrit un petit mot qui a circulé sur les réseaux. On a un lanceur aux États-Unis dont les moteurs sont russes, dont la charge est moitié russe, moitié ukrainienne, et qui embarque en prime un satellite d'observation européen. Que va-t-il se passer? Et effectivement, je pense que ça s'est bien passé. Nous avons à côté des gens là-haut de toute nationalité qui continuent à travailler ensemble. Donc il y a des Russes. Au sein de l'ISS. Ouais. Pardon? Au sein de l'ISS, Dans là-haut. l'ISS. Ouais. Donc ça continue à bien se passer. Donc on a cette image de l'altitude et de cet oxygène qu'on va chercher là-haut pour travailler ensemble. Et puis une dernière image qui existe depuis longtemps. À ma connaissance, les règlements internationaux de survol d'un territoire, donc qui sont utilisés pour les avions de ligne en particulier, puis bien évidemment les avions militaires a fortiori, on ne peut pas survoler un territoire étranger sans autorisation de survol. Le règlement, je crois, ne parle pas d'altitude limite. C'est-à-dire que réglementairement, un vaisseau spatial ne pourrait pas survoler un autre pays sans faire un plan de vol. Et là, silence, parce que c'est impossible. C'est impossible. Et tant Je mieux. trouve que c'est une très belle image. On a tous les jours donc, notre ISS avec des gens de toutes les nations à bord qui survolent tous les pays du monde sans autorisation. Gardons cette image en tête. Vous avez raison, Jean-Loup. Et Chrétien. la dernière image, quand on va repartir vers la Lune et plus tard vers Mars, on va se poser n'importe où. Le premier qui va y aller va se poser. Je me pose sur la Lune. Je me pose sur Mars. Qu'est-ce qui va se passer si on conserve, si on arrête cette coopération et que l'on conserve des nationalités? Le premier va se poser, va délimiter un territoire, puis le second n'aura pas le droit de se poser à cet endroit-là, et ainsi de suite. Et on va reproduire finalement des On va schémas qu'on reproduire ce qui connaît se passe sur Terre. Ouais. C'est intéressant Donc, cette analogie-là que vous vouliez réagir, Jean-Yves Dréan. Oui, parce que Et Marie je aussi. vais revenir tout à l'heure sur les éléments positifs, parce que ma description de départ était assez Sombre. pessimiste, mais je maintiens néanmoins le pessimisme, y compris sur l'espace, parce qu'il y a normalement des règles de non-militarisation de l'espace, en plus de ce que disait Jean-Louis Chrétien sur les survols, mais on voit bien que sur ce que j'appelle les espaces contestés, que j'évoquais dans mon propos de départ, je parlais des océans, de la cyber et de l'espace, aujourd'hui, l'espace devient un espace, un territoire contesté. À partir du moment où, par exemple, nos amis russes, si je dis amis parce qu'il y a parfois des bonnes coopérations, commencent à produire des satellites tueurs, on est dans un autre monde. Et c'est ce qui se passe. Donc, tant qu'il n'y aura pas des règles internationales pour garantir la démilitarisation réelle de l'espace,
on a ce risque devant nous et c'est une raison aussi d'inquiétude, mais en même temps, capacité à surmonter cela signifie que l'Europe, dont la France évidemment, puisse avoir des initiatives permettant de créer des normes internationales. C'est quand même une préoccupation majeure. C'est essentiel. Marie Tabarly, je me tourne vers vous. On entendait Jean-Loup Chrétien à l'instant nous dire que pour travailler à l'international, il fallait bien se connaître. Lorsque vous formez vos équipages qui sont aussi internationaux, j'imagine que cette dimension humaine, elle est essentielle. Vous êtes en train de préparer un prochain programme où il y aura des navigateurs professionnels et non professionnels. Le casting, le terme est mal choisi, la sélection est en cours. Et vous regardez évidemment cette dimension humaine, indépendamment de la nationalité. Ce qui vous intéresse, c'est la compétence, c'est l'envie de partager un projet commun? Oui, bien sûr. Après, on est sur une dimension qui est, je vais dire, différente et à la fois bien plus terre à terre. C'est-à-dire que je vais mettre ma vie dans les mains de mon équipage et ils vont mettre leur vie dans mes mains. Donc là, La géopolitique n'a pas sa place dans ce choix-là. Un rapport de vie et de mort, en fait, pour être très clair. Quand j'ai pris la décision de partir autour du monde avec ce bateau-là, ça n'a pas été du tout ça n'a pas du tout été une évidence. J'ai même mis pas mal de temps. Pourtant, bon, je suis pas objective, je suis complètement amoureuse de ce bateau, donc je vais dire que j'ai le meilleur bateau du monde pour y aller. On a tendance à vous croire. Il y en a plein d'autres, mais voilà, on va quand même passer 3 mois dans le Grand Sud avec des conditions difficiles. On repart en course autour du monde dans les conditions de la Whitbread 73, c'est-à-dire sans satellite. Donc ça veut dire sans GPS, sans moyens de communication moderne et sans réception de fichiers météo. 10 septembre 2023, le départ. C'est ça. Donc on va se retrouver automatiquement au mauvais endroit, au mauvais moment, à se prendre des conditions. Enfin, moi j'appelle ça une vie de sanglier, hein, clairement. Donc forcément, si on prend la décision d'emmener 12 personnes, parce qu'on est quand même 12 autour du monde, voilà, c'est un équipage mixte et pas uniquement français. Hein. Pas uniquement pas du français, tout, hein. non, pour l'instant j'ai de l'anglais, du hollandais, j'ai un peu de tout. Et ouais, aux sélections, parce que j'étais un peu joueuse en fait, pour se rapprocher de l'esprit original de la course. Dans les instructions de course, on doit avoir 30% d'équipage professionnel et 70% amateurs, volontaires, bénévoles. Et du coup, pour aller voir un peu plus loin que mon cercle d'amis, j'ai ouvert une annonce sur Internet. Ça a marché. Hein. Ça a très très bien marché. Où j'ai reçu 170 dossiers de candidature, j'ai fait passer 60 entretiens. C'est jusqu'à 50 ans, c'est ça? Oui, alors je les ai mis jusqu'à 50 ans parce que je connais mon bateau. Alors, je sais qu'on peut être un tocard à 34 ans et être en super forme à 55, hein. Mais statistiquement parlant, pour aller faire une manœuvre en plage avant, il faut quand même être, faut être un peu en forme. Ouais. Voilà. Donc s'il a 52 ans et 54 ans et qu'il est très motivé, je lirai évidemment, je l'accepterai à bord, mais il faut bien mettre un minimum de règles dans une annonce. Alors ça c'est la course qui va partir en septembre 2023. Puis il y a votre projet aussi élémentaire que vous portez depuis 2017 avec ces expéditions à vocation de sensibilisation environnementale. Et la question que je me posais en écoutant le panorama dressé par Jean-Yves Le Drian, par Jean-Loup Chrétien, par Alexandre Sobo, est-ce que justement ces tensions géopolitiques là, qui viennent perturber notre monde aujourd'hui et notre quotidien freinent ces prises de questions, ces prises de conscience environnementale que vous défendez, vous, en allant à la rencontre des océans et de ce qu'ils nous disent des impacts de la transformation avec le réchauffement, le dérèglement climatique? Est-ce que cette question-là risquerait peut-être de passer au second plan ou pas? Quel regard vous portez là-dessus, vous? Non, nous, on n'est pas. Enfin, évidemment, on prend en compte tout ce qui se passe dans le monde. Nous, ce qui nous intéresse surtout, ce qui nous intéresse, ça va forcément être des grands dérèglements climatiques, parce que c'est de plus en plus difficile maintenant d'appréhender une météo et d'avoir des grands phénomènes climatiques. Donc forcément, quand on voit ce qui se passe sur les océans, quand on voit l'acidification qui est en cours, quand on voit le peu de connaissances qu'on a de cet océan, et heureusement, le peu de connaissances qu'on a, c'est grâce à l'espace en plus. Il y a un lien mer-espace qui est très très important. Il y a de la recherche qui doit être faite. Il y a, et voilà, forcément, quand on voit l'état, tout est connecté, tout est lié. Donc c'est plus... ouais, forcément, nous, pour organiser une course, on ne va pas plus que ça en tenir compte, mais on est forcément très éveillé et très ouvert et on regarde tout ce qui se passe dans le monde. Et évidemment, c'est très alarmant. Ouais.
Et on entendait Jean-Loup Chrétien nous dire que l'espace représentait peut-être une ultime frontière où il y avait encore la possibilité d'avoir une autre approche internationale que les approches de précaré, même si ça mérite d'être nuancé, et Jean-Yves Le Drian le rappelait. L'océan, c'est aussi ça, les eaux internationales, un patrimoine, un bien commun à préserver et qui est fragile. Bah, c'est Catherine Chabot qui avait lancé cette formidable association qui est Oceanas Common, pour que les océans soient bien communs de l'humanité. Et parce que comme ils appartiennent à personne, ils appartiennent à tout le monde. Et que, du coup, On en c'est est un peu tous le Far responsables. West. Et il faudrait vraiment commencer à légiférer et à prendre conscience que la Terre, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Rougerie, hein, mais la Terre ne devrait pas s'appeler Terre, mais plutôt mer. Et C'est 70%. ouais, c'est plus 70%, mais c'est surtout que c'est clairement notre poumon. Enfin, on va pas répéter tout ce qui est dit, vous le savez très bien. C'est juste il y a un moment, Vous le voyez encore plus que nous, forcément. Forcément, je vis dessus, mais il n'y a pas besoin de vivre sur la mer. On a la chance d'être en Bretagne et d'avoir des côtes incroyables. Il n'y a que à se balader sur les bords de côte, sur les plages ou même en forêt. Hein. Il n'y a que à voir là où il y a de la trace de l'humain partout et que c'est absolument une catastrophe. Et on a beau faire de la prévention, c'est encore trop peu. Alors, justement, on va revenir vers vous tout à l'heure, Marie, mais à ce point de nos échanges, je me tourne à nouveau vers Alexandre Sobo de France Industrie. Vous nous disiez tout à l'heure en préambule que les industriels, et c'était une chance, avaient une part de la réponse à apporter aux enjeux des transitions auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail, justement, de cette proposition plutôt séduisante, pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il est possible de faire et est-ce que les entreprises françaises, et alors est-ce que singulièrement les entreprises bretonnes qui nous écoutent ce matin, ont une carte, j'allais dire, à jouer dans cette période de transition importante que nous connaissons aujourd'hui? Oui, je suis totalement convaincu que la réponse socialement acceptable, elle est dans l'entreprise, elle est dans l'industrie, elle n'est pas seulement chez nous, mais elle est d'abord chez nous pour trouver les solutions qui permettront de répondre aux attentes de nos concitoyens en protégeant mieux la planète. Alors il y a tout un débat, est-ce que c'est accessible ou est-ce qu'il faudra en plus violemment changer nos modes de vie? Je sais Votre pas. conviction à vous? Moi, ma conviction, c'est que c'est accessible sans détruire nos modes de vie, en ajustant un certain nombre de choses. On va avoir un très bon exemple avec les risques de pénurie de gaz l'hiver prochain, et sur le fait que la meilleure réponse qu'on puisse y apporter, c'est de baisser la température dans les bureaux, de faire un peu moins de clim cet été. C'est la politique des petits pas, ça, hein, ça marche Non, quand mais même, c'est oui, important. On bien va remettre sûr. des pulls cet hiver, c'est ce que vous nous dites. Non, mais on peut se poser la question, s'il manque du gaz, est-ce qu'il vaut mieux y répondre à ce que tous les gens chez eux, au bureau ou à la maison, mettent un pull cet hiver en étant chauffés qu'à 18 ou 19? Ou est-ce qu'il faut arrêter un certain nombre de grandes unités de production qui sont dépendantes, avec des effets sur l'emploi, sur le chômage partiel, sur la création de richesses? Comme ça, à regarder rapidement, si les deux solutions marchent, je pense que la première est dans l'intérêt collectif sans doute la meilleure. Il va falloir faire preuve de pédagogie. Rappeler, Mais le deuxième sujet, pour revenir à la transition, parce que ça ne suffira pas, hein, bah non. face à la problématique CO2, il faut effectivement aller beaucoup plus loin. Alors, je vais prendre un exemple qu'on connaît bien, c'est en France. On sait aujourd'hui technologiquement à peu près traiter le sujet des émissions industrielles de CO2. Donc, on a les solutions techniques dans plus de 80% des... Elles ne sont pas toutes mises en œuvre. Elles ne sont pas toutes encore mises en œuvre parce qu'elles sont coûteuses. C'est-à-dire que dans une économie ouverte, si vous êtes ou en France ou en Europe les seuls à vous décarboner, Oui, il y a des vous équilibres allez concurrentiels, devenir évidemment. plus cher et tous ceux qui ne le font pas vont prendre les marchés parce que aujourd'hui, dans l'état du pouvoir d'achat et du comportement des consommateurs, je connais personne chacun individuellement parfois prend des décisions courageuses, mais quand on regarde les effets macro, aujourd'hui, entre une solution décarbonée qui vaut 40% plus cher qu'une solution carbonée, eh bien, les gens, compte tenu de leur situation individuelle, ils vont prendre la solution la moins chère. Le meilleur exemple, c'est la voiture. À quel moment est-ce qu'on arrive à vendre des voitures électriques quand on donne une subvention qui ramène le prix de la voiture électrique à peu près au prix de la voiture thermique? Sachant qu'en plus, on a la question, pour que ce soit vraiment décarbonant, il faut que l'électricité soit décarbonée. C'est un autre sujet. Et donc, on a un essentiel. autre sujet, mais juste pour Qui est prendre corrélé. cet exemple, donc, comment est-ce qu'on accompagne, ou bien par du soutien pendant une certaine période, ou bien par une protection du marché,
la mise en œuvre de ces solutions. La réponse, elle est européenne, d'après vous, pour reprendre aussi Bah, elle est française, elle est européenne, mais elle est mondiale. Elle est mondiale. Encore une fois, j'en parlais avec un expert du CLEAM, il me dit si l'Europe tient ses objectifs entiers de décarbonation de son économie, on économise sur la température mondiale, l'indicateur on dit il faut tenir les 2 degrés, on est plutôt sur une trajectoire de 3. Si l'Europe fait entièrement son travail sur ce qu'elle produit aujourd'hui, on économise 0,05 degrés. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Non, surtout pas, il ne faut pas se tromper. On doit apporter des solutions, on doit apporter notre pierre à l'édifice. Et Mais comment l'enjeu- travailler à l'international? Continuer ces coopérations est essentiel. Il faut les renforcer. C'est là, on revient sur tout le travail qu'a fait Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères. Il faut une diplomatie du carbone, mais pas une diplomatie pour se faire plaisir, une diplomatie dans laquelle, à un moment donné, comme d'ailleurs ça a été fait dans l'espace, les gens sont aperçus Justement, oui. qu'il n'y avait qu'en travaillant ensemble qu'on avait une chance de supporter les coûts, d'assurer une présence et d'en tirer les bénéfices. Aujourd'hui, le sujet carbone, c'est un sujet qui est mondial. Et on peut se raconter ce qu'on veut, on peut se faire plaisir dans un Conseil européen ou dans une réunion interministérielle en France. Le sujet du carbone ne se traitera qu'au niveau du monde. Et donc, nous, industriels, on est là pour montrer qu'on a des solutions techniques, qu'on est capable de répondre aux besoins de nos concitoyens et des citoyens du monde avec des solutions décarbonées. Comment on les met en œuvre? Donc, le C'est tout premier l'enjeu. grand chantier, c'est fermeture des centrales à charbon. Bon, la On période ne prend pas actuelle, tout à fait le chemin. non, hein. mais en même temps, il faut regarder la situation avec Ouais. réalité. Vous prenez l'Inde. L'Inde, elle a du mal à fournir assez d'électricité à tous ses concitoyens. Sa seule ressource propre, C'est le c'est le charbon. Si vous lui dites demain, vous fermez vos centrales, elle a un problème d'autonomie, de niveau de vie et de fonctionnement Et de démocratie. et qui est à elle tout seul insoluble. Donc si on laisse l'Inde tout seul face à ce défi, elle va continuer à brûler du charbon. D'où la nécessité de la coopération. D'où la nécessité de la coopération. Jean-Loup Chrétien, justement, on entendait Alexandre Sobo à l'instant nous vanter un petit peu les mérites de la coopération de l'industrie spatiale internationale qui a été précurseur dans beaucoup d'innovations technologiques. Est-ce que ça pourrait être aussi le cas? Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui, cette coopération internationale du spatial pour innover en matière de décarbonation de nos économies? Il y a une piste à creuser dans ce domaine? Je pense, je ne suis pas spécialiste et donc Vous- là, On je entend la réfléchis. prudence de votre réponse, mais on a quand même envie de vous la Voilà. poser. Mais je pense effectivement, question. parce qu'on est confronté à un problème global qui est celui du coût du centimètre cube de matière produite, qu'il soit spatial, qu'il soit automobile, qu'il soit... Ensuite, il y a la préservation des ressources terrestres, des matières rares. Si vous mettez tout ça ensemble dans un sac, c'est pas l'espace, c'est notre Terre qui est capable de supporter une certaine dose d'activité. Et si on la dépasse, on sait qu'on court à la catastrophe. Donc l'exemple de la coopération du spatial, qui au départ, et je répète, est dû à ce coût, cet énorme coût du centimètre cube de matière spatiale, il faut le reprendre dans le domaine industriel, dans le domaine général, et dire peut-être que c'est moins cher, mais parallèlement, vous entraînez des conséquences, des conséquences climatiques, des conséquences des dépassements de consommation de nos moyens, et l'appel à la coopération va obligatoirement dans le bon sens, limite cette consommation, évite les répétitions, les dépenses à la fois d'énergie et d'argent en plus en compétition. Il faudrait aussi, je pense, avoir un grand raisonnement au niveau de la compétition et de dire que la sagesse nous amène à ne plus être en compétition, Mais en coopération. mais en coopération. Et là, effectivement, l'exemple du spatial tombe bien, sauf qu'il est spatial. Il est spécial, il est spatial. Et beaucoup de gens vous diront, désolé, le spatial ne m'intéresse pas. C'est un peu loin de nos bases. Pourtant, vous avez fait des initiatives. Je vous redonne la parole dans 30 secondes. Vous avez fait des initiatives avec votre société Titronics. Il y a eu des partenariats. Je pense par exemple à ce que vous avez mené avec l'Institut de cancérologie de l'Ouest, par exemple. On voit qu'il y a des passerelles possibles entre la recherche appliquée à ce domaine très particulier du spatial et puis des applications qui vont bénéficier au plus grand nombre. Tout à fait. Le système d'échographie à distance que l'on développe
pour l'espace va être repris dans le domaine médical terrestre. Et donc, dans l'exemple, effectivement, breton américain, de ce télééchographe développé pour la NASA et qui a une application toute trouvée dans le domaine de la médecine terrestre. Alexandre, vous C'est souhaitez juste- réagir? Et C'était puis juste pour Marie ensuite. rebondir sur le fait que la principale inquiétude que nous on a tous, c'est effectivement avec l'évolution du monde ces 3-4 dernières années, l'idée de coopération internationale va pas tout à fait dans le bon sens, quoi. L'opposition des blocs entre la Chine et les États-Unis, là entre la Russie et le reste du monde développé, pour l'instant, les pas, on les fait pas tout à fait dans la bonne direction, quoi. Vous souhaitez réagir, Jean-Yves Le Drian, sur la dimension européenne? Sur plusieurs choses. D'abord, pour renforcer un peu mon pessimisme de départ, pour éviter des ambiguïtés à l'égard du public qui est là, et des chefs d'entreprise qui ont envie de... Ils ont besoin d'avoir des informations je fiables, donne hein, des c'est informations. important. Ne faut pas se leurrer, la crise ukrainienne est loin d'être finie. On parle de plusieurs années. Vous partagez ce Moi, j'ai diagnostic? dit, la dernière interview que j'ai faite en tant que ministre, donc je peux la reprendre puisque c'était tout à fait officiel, dans une chaîne de télévision, on m'interrogeait sur la durée, et le journaliste qui était là me disait plusieurs mois. Je dis sûrement, plusieurs années. J'ai dit sans doute. Et je vous le dis la même chose. Donc, je ne vais pas reprendre les arrière-pensées du président Poutine et pourquoi est-ce que tout ça se déroule, parce que ça me prendrait trop de temps. Mais pour la réalité de ce que vous êtes, vous, il faut se mettre dans l'idée que la crise ukrainienne va durer. Et donc, la guerre est en Europe pour un certain temps. Disons-nous les choses. Pour le commerce, évidemment, c'est compliqué. Oui, Ça a parce des que ça veut conséquences. dire que c'est les sanctions à l'égard de la Russie, ça va durer aussi. Ça veut dire aussi que la crise énergétique va durer aussi. Et ça veut dire que la crise alimentaire, je sais qu'il y a beaucoup de représentants de l'Afrique ici, la crise alimentaire, on n'en est qu'au début. Et que demain, ce sera les famines. Donc, excusez-moi de vous faire passer un mauvais apéritif. Mais les famines, c'est la guerre en plus. Et les historiquement. famines, c'est d'autres Oui, guerres. bien sûr. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Le point de sortie majeur pour nous, pour être acteurs, pour être opérationnels et pour être à l'initiative, c'est l'Europe. Parce que dans ce panorama pessimiste que je dresse, il y a quand même une grande nouveauté. Je suis d'ailleurs désolé que beaucoup d'élus et de politiques ne le partagent pas. C'est que l'Europe a pris conscience de sa puissance. Elle a pris conscience qu'elle n'était pas uniquement le meilleur marché du monde, parce qu'elle ne le reconnaissait pas vraiment peut-être elle-même, mais c'est le meilleur marché du monde avec 450 millions d'habitants, et que c'était une chance parce qu'il fallait qu'elle dise aux autres, pour venir sur mon marché, il faut payer. Il faut respecter mes droits, il faut respecter mes normes. Et parallèlement à cela, dans la crise de la Covid et par rapport à la crise ukrainienne, l'Europe a affiché sa souveraineté. Je me souviens qu'en 2017, lors du premier discours du président Macron concernant l'Europe, le fameux discours de la Sorbonne, il avait évoqué la souveraineté et l'autonomie stratégique européenne et tout le monde riait. C'était le retour de ce terme qu'on avait un peu oublié. Tout le hein, monde encore. riait. Enfin, je me souviens, c'est un rêveur. Nous y sommes. Et nous y sommes et nous avons marqué des points, les Européens. D'abord, parce que nous avons été solidaires tout le temps. Moi, j'ai entendu des gens au moment de la crise du Brexit dire « Ah bah oui, mais les Européens vont se diviser ». Ils ne se sont pas divisés, y compris à l'égard des Anglais. Pourtant, il y avait des tentations. Et pourtant, les Britanniques ont fait tout ce qu'il fallait pour nous diviser. Ça n'a pas été le cas, même sur le poisson. Ensuite, il y a eu la crise ukrainienne où le président Poutine comptait sur la division européenne. Non seulement elle n'a pas été au rendez-vous, mais elle s'est renforcée, la cohésion européenne. Elle s'est renforcée par l'affirmation d'une solidarité à l'égard de l'Ukraine, mais aussi par une affirmation militaire. Je ne vais pas tout décrire, mais ça se traduit par le fait que la Finlande et la Suède rentrent dans l'Alliance Atlantique, mais aussi dans le dispositif européen de sécurité, que les pays européens vont faire en sorte, par ce qu'ils appellent la boussole stratégique, d'avoir une cohérence dans leurs engagements militaires. C'est tout à fait nouveau, mais il faut se protéger. Dans ce monde actuel, il faut se protéger. Et puis aussi parce que le fait que l'Union européenne met des règles, à la fois, et sous la présidence française qui vient de s'achever, il y a eu des avancées assez considérables, y compris sur les subventions déguisées, sur la réciprocité des marchés, sur l'accès
en Europe en condition de respecter les normes environnementales, sur la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières où on a avancé. C'est pas encore fini, mais ça a beaucoup avancé, y compris ceux qui protestaient le plus maintenant sont pour. Donc, si nous voulons éviter de passer en dehors de l'histoire, il faut renforcer le poids de l'Europe et notre poids à nous dans l'Europe. Et cette C'est tout à conscience fait, c'est tout européenne à fait essentielle. essentiel, je voulais le dire. Un dernier point, parce que vois le temps passe, mais je voulais rebondir sur ce que disait Alexandre Sobo tout à l'heure concernant la désindustrialisation. Moi, j'ai eu un moment un peu de grande satisfaction d'analyse quand j'ai lu le livre de Nicolas Dufour qui vient de sortir. Où il a interrogé des chefs d'entreprise sur ce qui Et s'est passé. pendant un certain temps, je me disais, je dois être le seul de Ouais. ma catégorie à penser que si la France s'est plus désindustrialisée que d'autres, parce que ce que vous disiez est valable pour l'Italie, pour la Suisse, pour les Pays-Bas ou pour l'Allemagne. Or, il se trouve que dans le mouvement de désindustrialisation, la France est celle qui a le Ouais. plus désindustrialisé par rapport aux autres. Comment se fait-il, je m'interrogeais sur ce point, que l'Allemagne se soit moins désindustrialisée que l'Italie à condition de concurrence égale? Eh bien, je me disais, c'est sans doute parce que nous ne sommes pas assez décentralisés, nous. Et un grand technocrate, quand je dis technocrate, c'est au sens positif du terme, vient de décrire la même chose, je m'en Le réjouis. président C'est de BPI France. L'industrialisation passe par les territoires. Et C'est si on important a de été rappeler. désindustrialisé, c'est parce que le centre de décision Et restait donc la financier, réindustrialisation passera aussi par les restait territoires. financier et non pas industriel. Voilà, vous Voilà ce l'avez- que je pense depuis longtemps. Mais ça veut dire qu'il faut affirmer que nous sommes industrialistes. C'est pas un gros mot. Je C'est suis pas un gros mot. industrialiste. Mm. Disons-le. C'est-à-dire que l'industrie, c'est pas caca. Hein. Et disons-le tout fort. Ça va bien en le disant. Alors, on entendait les innovations qui peuvent permettre d'améliorer justement cette recherche de décarbonation indispensable pour la planète. Marie Tabarly, il y a des initiatives qui sont passionnantes dans votre secteur d'activité. On redécouvre les vertus du transport à la voile. Alors, ce n'est pas votre domaine, votre champ de compétences direct, mais j'imagine que vous observez ça quand même avec un regard de grande professionnelle. Ce n'est pas du tout une utopie, ces cargos à la voile là, qui commencent à réapparaître, qui pour certains transportent des morceaux d'Airbus, d'autres du chocolat ou du vin dans leur cale. Vous y croyez aussi? Ça vous intéresse? Ah ouais, bien sûr, il y a des très grands chantiers, notamment avec VPLP, qui ont commencé à mettre soit des kites, soit des voiles sur des grands cargos. Ils ont prouvé que les premiers résultats, en tout cas, fonctionnent extrêmement bien. Je pense que c'est forcément Pour quelque chose le trafic maritime. pour le trafic maritime, mais c'est aussi essentiel. pour le transport de passagers aussi. Il y a de plus en plus de petites compagnies qui sont en train de se faire, notamment en Bretagne. Il y en a quelques-unes entre Quiberon, Belle-Île. Il y en a pour aller en Corse aussi. Enfin, il y a beaucoup d'alternatives qui sont en train d'être mises en place. Après, je pense que forcément, ça met plus de temps, un petit peu plus, pas énormément, mais il y a un moment où il va falloir aller dans ce secteur-là et surtout consommer aussi de façon différente. On ne peut pas forcément pêcher des crevettes en Irlande ou en Écosse, les faire décortiquer en Chine pour qu'elles soient revendues après en France. Enfin, il y a un moment, Or, c'est ça la a plus réalité. Vous de- avez ça a raison plus de sens. de rappeler. Donc, C'est ça aussi l'action d'élémentaire. Hein. C'est cette prise de conscience, cette sensibilisation que vous souhaitez faire auprès d'un très large public. oui, enfin, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir mettre en lien des gens qui n'ont pas forcément vocation à se rencontrer et redonner du savoir gratuitement au plus grand nombre et sans me dire que je dois parler aux jeunes ou aux moins jeunes ou aux citadins ou aux campagnards. Je déteste les cadres et je déteste qu'on me mette dans une case, donc du coup, j'essaye de Et vous ratisser n'êtes au pas fur et à mesure. environnementaliste. Hein. Vous, c'est Non, non, moi, pas, je suis non, pas non, du non, tout. non, je suis surtout pas ça, parce que il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour parler, donc j'aime bien au contraire donner la parole à d'autres personnes pour qu'eux ils parlent. Alors, vous avez vu très Je préfère attentive faire. au cours de ce débat. Ces enjeux-là, comment ils résonnent chez vous, justement, ces enjeux géopolitiques, le monde dans lequel on est c'est un facteur d'inquiétude pour vous ou au contraire, vous vous dites, bah, finalement, il y a peut-être dans ce momentum compliqué des ressources pour inventer un monde meilleur? Oh, je crois qu'on est tous super sereins là, hein. Ouais. Ouais, je crois qu'on va bien. Je crois que l'avenir est super brillant, pas de doute.
Oh, c'est terrifiant. Enfin, je veux dire, c'est juste terrifiant. L'éco-anxiété, vous la rencontrez de plus en plus, ce sentiment généré justement par la crainte du monde dans lequel on est et qui se traduit par des problèmes Non, mais d'inquiétude et d'angoisse. il faudrait que j'ai un double discours en fait entre ce que je pense et ce que je dois dire parce que non, mais Non, non, on a dit qu'on était authentique aujourd'hui. Hein. je vois pas comment est-ce qu'on peut être. C'est-à-dire que nous, on a la chance de vivre en France déjà. On a la chance de vivre en France, on a la chance d'avoir un bon système de santé, on a la chance d'avoir un bon gouvernement, on a la chance d'être, même si on n'a pas encore une parité totale, une égalité salariale entre hommes et femmes, on a quand même, on a quand même beaucoup de chance de vivre en France. Et forcément, dès qu'on voyage et qu'on va voir ce qui se passe à l'étranger, oui, c'est difficile de se dire que ça va forcément bien se passer. Je pense que ça peut encore bien se passer, Il n'est pas trop tard. mais, Il n'est pas trop tard. ouais. Alexandre, Il n'est pas trop tard, mais il faut s'y mettre. il faut y aller. Hein. Et il faut s'y mettre avec un peu de méthode et de rationalité. C'est quoi votre méthode? Non, mais Chez la France méthode, Industrie. je l'ai évoquée, c'est ensemble. Déjà. Mais c'est vraiment, enfin, dans cette période, on l'a vu sur la diplomatie carbone, mais on le verra sur tous les sujets. Il n'y a pas une structure, une organisation, une entreprise, un morceau contributeur qui peut y arriver tout seul. Donc, il faut vraiment retenir le mot ensemble. Je pense qu'il est fondamental. Et le deuxième, c'est rationalité. C'est dans cette période, avec les défis qui sont les nôtres, être capable de s'écharper sur des sujets qui coûtent de l'argent et qui n'ont aucun effet sur l'émission de CO2, c'est quand même la preuve qu'on n'a pas compris ce qui se passe. On a une priorité majeure au titre de la planète, c'est le réchauffement climatique. Tout le monde dit aujourd'hui, reconnaît que le sujet, c'est les émissions de gaz carbonique. Regardons chaque fois qu'on prend une décision, combien de CO2 ça fait économiser et combien coûte la tonne de CO2 économisée. C'est pas un discours de grand groupe, ça. On peut, quand on est une PME, une Oui, ETI, bien adopter sûr. ce discours-là et cette approche-là. Bien sûr, mais il faut le faire à la taille et à l'aune de ce à quoi on contribue. Et c'est en faisant l'addition de plein de petites choses qu'on y arrivera. Mais je vais donner un exemple un peu plus critique. On a quand même, il n'y a pas longtemps, réussi à voter une disposition qui oblige à végétaliser le toit des entrepôts et des bâtiments industriels. Mais on est chez les fous. Un toit végétalisé au-dessus d'une usine, c'est des risques incendie, c'est des risques de sécurité. Il faut mieux y mettre des panneaux photovoltaïques. Oui, mais à ce moment-là, il faut y mettre des panneaux photovoltaïques quand le climat et la disposition le permettent. Donc, ça ne peut pas être une obligation. J'ai une usine dans la vallée du Gier. Elle va de l'est en ouest. Donc, il y a le côté nord et le côté sud. Quand vous êtes du côté sud, donc vous êtes, ça va. Et quand vous êtes de l'autre côté, ça marche moins bien. Le taux d'ensoleillement est incompatible avec des panneaux solaires. Donc, ce n'est pas la peine de demander aux gens de dépenser de l'argent pour faire quelque chose qui ne va rien rapporter. Donc, on évoquait territoire, on évoquait proximité, un peu de pragmatisme, un peu moins de verticalité pour que les gens construisent au plus près du terrain les solutions qui marchent et qui ont des effets. C'est bien comme ça qu'on va y arriver. Donc, on donne des grandes orientations, qu'on propose des solutions techniques, mais arrêtons d'imaginer que par des grands principes s'imposant à tous, on va y arriver, parce que ça, c'est pas vrai. Alors, on entend l'analyse française, le point de vue international, et puis ensuite, je redonnerai la parole à Jean-Yves Le Drian. Vous vivez, Jean-Loup Chrétien, pour moitié en France et aux États-Unis. Vous êtes donc aussi un très bon observateur de cette culture américaine. Comment évolue-t-elle par rapport à ces questions-là? Vous voyez des prises de conscience, des changements d'attitude et des actions concrètes, ou ça reste encore un peu lointain? Si, effectivement, je crois que les Américains rebondissent très vite. Quand il faut rebondir, ils retroussent les manches et ça part très vite. Alors, quelquefois, ça part dans tous les sens, mais la moyenne est effectivement impressionnante. Que ce soit les grosses entreprises, que ce soit les administrations comme la NASA, ils ont cette faculté de changer de direction presque instantanément, avec évidemment comme conséquence, quelquefois, la décision a été prise trop vite. Jean-Yves Le Drian, vous souhaitez le problème par rapport à ce que disait Alexandre Sobo tout à l'heure, c'est que les institutions internationales sont bloquées. Elles ne bougent plus. J'ai siégé pendant 5 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie bloque tout. Donc, comme on est normalement sur
l'accord général et que le droit de veto aboutit à bloquer les décisions, la Russie bloque tout. Les institutions internationales elles-mêmes sont devenues le champ de rivalité et de conflictualité. Donc, il faut trouver une autre solution, même s'il faut garder la présence dans ces lieux pour faire entendre notre voix et essayer de trouver des alliances qui puissent permettre de dépasser les conflictualités. Et donc, je pense que dans cette configuration actuelle, j'ai dit l'Europe, mais j'ai dit aussi la nécessité de trouver entre l'Europe et l'Afrique un axe de coopération, de développement tout à fait nouveau. C'est ce qui a commencé à se faire lors des réunions qui ont été prises sous présidence française au cours du semestre dernier, à la fois pour le financement de la relance des économies africaines avec des droits de tirage spéciaux, mais aussi à la fois lors de la rencontre entre l'Union africaine et l'Union européenne il y a peu de temps à Bruxelles. Avoir avec l'Afrique une perspective de co-développement et non pas une perspective d'assistance. Donc il faut changer nos logiciels et Ça va avoir prendre du cette temps. stratégie-là. Pardon ? Ça va prendre du temps et on en manque Oui, un ça va peu. prendre du temps, mais bon, Il faut y aller. c'est maintenant qu'il faut agir. Autre point, étant donné le blocage des institutions internationales, y compris d'ailleurs de l'OMC en partie, même s'il y a eu récemment un progrès sur la question liée à la santé, il faut travailler avec la Chine d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est compliqué. On ne réglera pas la question du réchauffement climatique sans la Sans Chine. la Chine. Ça, bon, il faut se le dire. Alors, ou bien, Et sans l'Inde non plus, on a compris. sans l'Inde non plus, mais surtout sans la Chine d'abord. Parce que Commençons par la Chine, sans dit Alexandre. l'Inde sur les questions d'énergie. Mais sans la Chine, ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir. Alors, avec la Chine, nous avons une relation très particulière parce qu'à la fois, ce sont des partenaires, y compris des partenaires économiques, ce sont des concurrents. Il faut essayer de limiter. Et dans la perspective de relocalisation d'une partie des chaînes de valeur, les Chinois eux-mêmes vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. J'avais eu l'occasion de dire à Xi Jinping que One Road, One Belt, c'était très bien, mais les routes, généralement, c'était à 2 voies. Or, la route qu'il nous proposait, c'était une impasse. Ça allait directement dans l'Empire du Milieu, ça ne revenait pas. Donc, ce n'était plus possible de rester comme ça. Donc, ce sont des concurrents, mais ce sont aussi des rivaux systémiques sur les fondamentaux. Donc, il faut prendre en considération tout cela. Et En tout cas, il faut s'y intéresser. et la France toute seule parlant avec la Chine, ça ne marche pas. Donc, il faut être européen dans cette affaire et que la France joue son rôle d'impulsion à cet égard. Ils sont disponibles sur les questions du réchauffement climatique parce que c'est leur propre intérêt. De toute façon, moi, mon expérience des 10 années qui viennent de se passer, c'est que les acteurs ne réagissent qu'en fonction de leurs intérêts. Il faut se dire ça, pas au nom des grands principes, en fonction de leurs intérêts. Ils jouent en fonction de leurs intérêts. La Chine n'a pas intérêt au réchauffement climatique parce que concernant sa population, c'est un risque majeur. La Chine n'a pas non plus intérêt à la prolongation de la guerre en Ukraine, sauf qu'elle n'a pas la maîtrise. Je pense que vous avez pu constater que Grande prudence, de la hein. relation entre la Russie, la Chine et la Russie concernant cette guerre, le déclaratif est fort. Le claquement des mains sur le dos de l'un et de l'autre est fort. L'action est faible. Parce que l'intérêt de la Chine n'est pas que ce mouvement-là se poursuive. Elle vit du commerce mondial et elle a les handicaps qui sont rendus incontournables par les sanctions qui ont été mises en œuvre et par le fait qu'il y a aussi des crises qui se profilent à son détriment. Donc, il faut trouver le bon moyen de travailler avec la Chine. Il est européen, il est clair, pragmatique, il est sans concession, mais il est indispensable pour aboutir à ce que l'on dépasse les difficultés de lutte contre le réchauffement climatique au niveau mondial. Au niveau européen, on a tous les moyens pour faire, moi je rejoins ce qui a été dit, et y compris les programmes d'intérêt communautaire qui ont été mis en place. Ça aussi c'est nouveau, et ça aussi c'est l'Europe nouvelle qui s'est manifestée. Finalement, d'une certaine manière, Poutine a rendu un grand service à l'Europe. Vous l'aviez exprimé déjà de cette manière-là, ça avait pu choquer, et pourtant, c'est vrai, voilà, c'est important de l'entendre. On arrive presque au terme de cette table ronde passionnante. Il y a 1000 sujets qu'on aurait pu évidemment encore évoquer. Avant de se quitter, je reviens vers vous, Marie, parce que vous embarquez dans tous les sens du terme avec votre association élémentaire, toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre les écosystèmes dans lesquels nous sommes, l'interdépendance du vivant et de l'humain dans ce monde. Vous avez aussi besoin de soutien et d'un accompagnement
de la part des entrepreneurs qui vous écoutent aujourd'hui. C'est peut-être l'occasion de leur passer un message, de dire bah, montez à bord avec moi. Il y a peut-être une histoire à écrire ensemble dont les retombées peuvent aussi être très profitables pour ceux qui vous accompagnent dans leurs entreprises, auprès de leurs salariés, de leurs collaborateurs. Ça change le regard, je crois, cette aventure-là. Ah, c'est sûr. C'est-à-dire que l'association élémentaire a pour but de relier les gens. Et du coup, ce que j'ai créé en fait avec ce tour du monde-là, c'est que j'utilise le prochain tour du monde pour promouvoir tous les les projets environnementaux de l'équipage que je sélectionne. Parce que chaque personne à bord doit Il arriver apporte un projet. Hein. avec un projet autour de Mm. l'héritage, de quel monde avons-nous hérité et quelle planète allons-nous léguer. Et à côté de ça, j'ai en plus créé Élémentaire Legacy, qui sont des programmes pédagogiques pour les enfants scolarisés, déscolarisés, les enfants à l'hôpital. Des programmes qui durent 8 mois autour de la biodiversité, de la protection du littoral et des activités économiques liées au low-tech. Et donc, en fait, quand on adhère à l'association, en fait, on adhère vraiment à un gros projet d'entreprise dans lequel il y a beaucoup de facettes. Il y a la protection du patrimoine avec l'entretien évidemment de Penduixis. Il y a un projet sportif, et il y a des projets environnementaux, et des projets pédagogiques. Et, Et vous accueillez du monde à bord encore. Hein. Vous avez besoin qu'on vous oui, rejoigne oui, sur ce oui, projet. oui, 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 bah, plus on est de fous, plus on rigole. Il y Ouais. a un moment, oui, oui, Et mais ça se joue maintenant, par contre. Il y a peut-être. c'est ça. Par contre, le départ, c'est demain. Ouais. Alors on C'est fait quand comment même, si on veut vous soutenir, comment ça marche? Il faut prendre contact avec l'association, il faut vous ouais, appeler. avec moi directement. Ouais. Vous restez un petit peu avec nous après, Avec alors? grand D'accord. plaisir. Ok. Voilà, le message est passé. En guise de conclusion, peut-être très rapidement, s'il y avait chacun avec l'expertise qui est la vôtre et les forces de conviction aussi que nous avons pu entendre durant tout cet échange sur ces questions de transition et d'international, s'il y avait un conseil à donner aux entrepreneurs bretons qui nous écoutent ce matin pour aborder ce monde complexe, dangereux, difficile, incertain, qui a été très bien décrit par vos différentes interventions. Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec cette communauté d'entrepreneurs ouverts à l'international? On commence avec vous, Alexandre Sobo. Pas facile. C'est jamais facile de commencer, on répondre à une question comme ça, mais moi je veux d'abord rendre hommage aux entrepreneurs bretons, parce qu'ils font des choses, quand on le voit au quotidien, ils font des choses extraordinaires. Je l'ai dit assez largement, cette idée du ensemble, cette idée du c'est possible, je pense que c'est des choses qu'il faut retenir. Ensuite, comment on va y arriver? En faisant appel à la bonne partie de notre cerveau, l'intelligence humaine, l'envie d'innover, la capacité de créer, et en essayant de laisser de côté, même si je comprends le pessimiste et je partage beaucoup des inquiétudes qui ont été exprimées, dans ces moments-là, la peur est mauvaise conseillère. C'est la lucidité, l'envie de faire, l'innovation, Et pas tout l'intelligence. seul. Hein. On entend bien dans votre Ah message ben, l'importance du jeu mais vous collectif. savez, c'est une toute petite anecdote, mais je discutais avec des Hollandais il n'y a pas longtemps. Il y a un truc qu'on ne comprend pas en France, c'est qu'on a l'impression que le monde économique et le monde étatique sont l'un contre l'autre. Bon, alors ça, il faut Ça le dire, change. ça a évolué ces dernières années, mais on voit encore la multiplicité des structures, la concurrence, l'absence de confiance. On a encore du chemin à faire. Et de ce point de vue-là, je pense que votre beau territoire est un très bon exemple des choses qui ont été bien faites, et il faut continuer. Il faut s'en inspirer. Et il faut s'en inspirer partout où on ne le fait pas encore assez. Merci à vous, Alexandre Sobo. Jean-Loup Chrétien, votre regard, votre conseil peut-être pour celles et ceux qui veulent aller vers le grand large ou prendre de la hauteur. Normalement, ça fonctionne. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. J'aurais pas... Pardon, j'aurais pas dû le couper. Voilà. Donc on a perdu 30 secondes. Non, conseil, non, pas la prétention de donner des conseils. Juste une dernière image. Ou votre espoir. Comment? Ou votre espoir, ou votre envie. Espoir, et c'est la prise de conscience qui semble se faire grâce à la communication en particulier, la bonne communication, que nous sommes tous embarqués sur une arche de Noé, vue à l'échelle de notre galaxie, pour ne parler que d'elle. C'est une comparaison qui revient souvent. La Terre semblerait être une sorte d'arche de Noé, où sont embarqués passagers et capitaines. Et donc, si on ne veut pas faire couler le navire, ce sera par la restauration de bonnes relations, de bonne entente, de bonne compréhension. Et j'aime beaucoup cette image, effectivement, vue de loin, avec ces belles images de Hubble et autres télescopes, où on voit ce fourmillement de ce qu'on appelle maintenant les exoplanètes,
Nous ne sommes peut-être pas une exception, nous sommes peut-être cette arche de Noé parmi bien d'autres. Et elles n'arriveront peut-être pas toutes à bon port. Et la nôtre, pour l'instant, est un peu mal barrée. Il n'y a pas encore de trou dans la coque, mais il y a des mauvais passagers. Merci pour Des cette fois, métaphore Jean-Yves, maritime qui vous parle, Marie, cette métaphore maritime, cette déjà des fragilité d'un écosystème que vous connaissez bien et que vous voyez peut-être se dégrader aussi au fil de vos traversées. Qu'est-ce qu'il C'est-à-dire que faudrait sur un bateau, embarquer? en fait, le bateau, c'est un peu une petite coquille de noix sur laquelle il y a un microcosme d'humanité, en fait. Et il y a un petit peu de tout. Et je pense que c'est très difficile quand même de parler au milieu on n'est pas du tout dans le même monde et pourtant on est quand même sur la même planète. Et je pense que ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est pas parce qu'on voit pas les choses que ça n'existe pas. Et là, ce qui nous unit et en même temps ce qui nous différencie, c'est que moi je vois les choses directement, que ma trouille quand je suis en mer, c'est dans certaines zones, c'est de rencontrer un zodiaque avec dessus 80 personnes. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire après, s'il faut quelle politique il faut mener. Je sais simplement que là, j'ai des gens qui peuvent éventuellement crever devant moi et que je ne peux pas secourir, qu'il y a des problèmes météo, des gros conflits météo en ce moment qui sont assez incroyables à observer. Avec Totalement inédit, hein, vous n'aviez jamais connu ça, ouais, bien sûr, des il y a successions aussi rapides et brutales. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'on voit pas les choses, c'est pas parce qu'on voit pas la pollution, c'est pas parce qu'on voit pas des problèmes qui sont assez loin que ça n'existe pas et qu'il faut pas s'en intéresser, quoi. Faut surtout pas remettre à demain ni à plus tard. Donc il faut qu'ils y aillent aussi, Bien eux, sûr. dans leurs entreprises et dans leurs activités économiques, Dans dans tout, nos dans notre vie activités de personnelle, citoyens. dans nos choix, dans nos votes, dans toutes nos actions. C'est la boussole ou le compas. Merci Marie Tabarly. Allez, le dernier mot avec vous, monsieur le ministre. Moi, je dirais, comme message, soyez breton. C'est-à-dire audacieux, pragmatique, innovant, solidaire. Et je pense que les rendez-vous qui sont de demain et d'après-demain, il y aura une sortie de crise sur les enjeux qui sont des enjeux des océans, les enjeux alimentaires, les enjeux de santé, les enjeux d'innovation d'une manière générale dans les questions de mobilité. Et sur tous ces sujets-là, la Bretagne peut être au rendez-vous parce qu'on a les capacités de l'être. Donc, soyez bretons. Soyons bretons. Merci à tous les quatre. On peut vous applaudir chaleureusement. Je vais vous inviter à regagner vos places. Merci à vous pour ce tour d'horizon très stimulant qui nous donne des pistes d'action aussi concrètes. Je vais inviter à présent Christian Kefelec, le président du directoire de BCI, Jean-Pierre Rivry, le président de la CCI Bretagne et le président de la région Bretagne, Loïc Chénégira, à se succéder sur ce plateau. Merci beaucoup pour ce moment. C'est riche, mais c'est frustrant. On aurait tous voulu que ça dure un peu plus longtemps et puis qu'il continue à nous parler. Je vous avais dit au début, je veux simplement revenir sur les raisons qui ont poussé BCI à choisir le thème des transitions au pluriel pour cet Open et la plénière. Alors c'est un peu tarte à la crème, tout le monde en parle, il suffit d'ouvrir un journal, on parle de transition partout. C'est pas pour cette raison-là qu'on l'a fait, et loin de nous l'idée à BCI de vouloir trouver des solutions à toutes ces questions-là. Simplement, il appartient à l'équipe de BCI dans le cadre de sa mission d'accompagnement, d'information, de veille, de formation des entreprises qui osent le monde, comme le dit le slogan, de les éclairer, de vous éclairer sur les nouveaux enjeux et transformations auxquels nous sommes confrontés et où les entreprises sont confrontées. Les consommateurs, les citoyens, la réglementation, la sauvegarde de la planète, tout simplement, nous imposent dès maintenant des transformations majeures. Dès maintenant. Des ruptures souvent, des évolutions quelquefois, qu'il s'agisse d'énergie, d'approvisionnement, de circuits courts, d'économie circulaire. Le commerce international est lourdement impacté. Il le sera encore plus. La performance de nos entreprises doit être à la hauteur.
J'ai des convictions personnelles, pas des convictions de président de BCI, mais on a parlé de circuits courts, on a parlé de pays proches. Est-ce qu'on ira à l'autre bout de la planète demain pour livrer des paquets de gâteaux? Je n'en sais rien. Je le souhaite, mais oui, l'international continuera, mais sans doute que la forme de notre commerce international changera. Les entreprises qui ne seront pas performantes, les entreprises qui n'auront pas les produits adaptés, les entreprises qui fabriqueront leurs produits avec, je ne sais pas, si on parle de biscuiterie, des farines qui viennent des pays en voie de déforestation, ces entreprises-là perdront. Et donc, ça concerne tout notre écosystème, toute notre industrie, et on doit s'y atteler dès maintenant. Marie Tabarly vient de le dire, hein, on n'a pas le temps. Il faut y aller très vite. J'ai entendu beaucoup de messages d'optimisme aussi, hein, de la part de nos intervenants. J'ai aussi entendu ce message particulier sur la Bretagne. C'est vrai qu'on sait bien se disputer quand on n'est pas d'accord, mais on sait aussi bien se souder quand il faut faire. Donc, c'est le souhait que j'ai pour BCI et puis pour tous ses adhérents, c'est qu'on trouve les bonnes formes pour faire évoluer très vite et être à la hauteur sur le commerce international, parce qu'on est capable de se souder. Voilà, c'est le message que je voulais passer en conclusion. Merci beaucoup, Christian Kefelec, président du directoire de BCI. Pardon. Jean-Pierre Rivry, président de la CCI Bretagne. C'est à vous. Monsieur le ministre d'État, cher Jean-Yves, messieurs les ambassadeurs, madame la consule, monsieur le président de la région Bretagne, cher Loïc, madame la vice-présidente de la région Bretagne, chère Laurence, messieurs les conseillers économiques, messieurs les présidents des chambres de commerce et d'industrie de Bretagne, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cet Open qui est le premier Open de ma présidence au titre de CCI Bretagne. En introduction, je souhaiterais aussi avoir une pensée affectueuse pour Evelyne Lucas, avant de souligner l'importance qu'elle accordait et que j'accorde à cet événement. Il est en effet, au-delà de sa réussite, l'image de la dynamique internationale de notre région et de ses entreprises, et participe à l'évidence au rayonnement de notre économie. Avec BCI, la Bretagne a une vraie spécificité qui nous permet de démontrer nos capacités à faire réussir et réussir ensemble. Tout d'abord, je tiens à souligner que pour les CCI, et certainement pour de nombreux acteurs de notre écosystème breton, au premier chef desquels les conseillers régionaux de Bretagne, l'internationalisation des entreprises est un enjeu primordial, et cela est primordial et très important, particulièrement en période de crise comme nous vivons actuellement. Pour répondre à ce défi, le Conseil régional de Bretagne et les CCI de Bretagne consacrent des moyens importants en s'appuyant sur notre outil commun, BCI, mis en place, comme ça a été rappelé tout à l'heure, en juillet 2012, par la fusion de Bretagne International et de CCI International sous la houlette de Jean-Yves Le Drian, comme ça a été cité tout à l'heure. Nous sommes également inscrits dans un partenariat exclusif avec Team France Export sous couvert de CCI France et assurons un travail de proximité avec CCI France International. Pour mémoire, lors des trophées de CCI France International qui se sont tenus la semaine dernière à Paris, rappelons aussi et soyons fiers que 2 entreprises ont été distinguées et elles sont caractéristiques du thème que nous avons évoqué aujourd'hui, international et transition. Il s'agit de la première qui est Klaxon, entreprise du numérique, et de son dirigeant Mathieu Beuchet, et la seconde HTL Biotechnologie, au service du médical avec à sa tête Yvon Bastard. Soyons fiers d'être bretons. Ainsi, en Bretagne, Bretagne Commerce International a été au rendez-vous des crises que nous connaissons en soutenant les entreprises exportatrices bretonnes par l'ensemble des outils mis à leur disposition, tels comme ça a été cité, les webinaires par secteur d'activité ou pays, ou encore les plateformes numériques pour les informer des situations propres à chacune et des dispositions à prendre en matière d'exportation. On a pu croire que la crise sanitaire allait s'interrompre ou interrompre la mondialisation de l'économie et des échanges. On peut penser également que la guerre en Ukraine, dramatique à tout point de vue, va bloquer nos économies.
En fait, après les élections de solidarité nécessaires dans tous les domaines, cela nous oblige d'abord à changer nos approches et analyses, nos façons de penser le monde. Nous devons nous-mêmes nous interroger sur cette période qui oblige à toutes les transitions. Cela se traduit dans l'accélération de la mise en œuvre de ces transitions avec la volonté de relocalisation de production industrielle, par exemple, ou lorsqu'elles concernent la décarbonation, les mobilités, la qualité de vie ou encore le numérique et l'énergie. On le voit, les transitions jouent donc plutôt comme un accélérateur des besoins et comme un nouveau vecteur de mondialisation des échanges économiques, créateur d'innovation et d'opportunités pour la Bretagne. Pour le numérique, par exemple, nous l'avons mesuré précisément avec l'Observatoire du commerce international, qu'animent ensemble BPI et CCI Bretagne. Ainsi, la vente en ligne des entreprises bretonnes est très pratiquée par 12% d'entre elles en 2015, par 14% en 2017, et a fait un rebond à 38% en 2020, et cette croissance se poursuit en 2022. Nous voyons là une accélération avec la crise. Et du global au local, cela n'est pas sans conséquence. L'industriel, aujourd'hui, doit revoir toute sa stratégie de production et sa chaîne de valeur, notamment en termes d'achat d'énergie, de matières premières ou de logistique. Le commerçant de proximité, lui, quant à lui, est concurrencé par les grandes plateformes numériques d'achat et de distribution, qui peuvent livrer en 24 heures toutes sortes de produits. S'il veut rester concurrentiel, le commerçant de proximité doit aussi, lui aussi, réaliser sa transition numérique. Ceci dit, je souhaite évoquer ma conviction que BCI est un outil efficace pour porter ces enjeux à l'international et des transitions associées, dont la caractéristique première est qu'elles sont transverses à toutes les activités économiques. Dans ce contexte mouvant, comme toute organisation, BCI doit s'adapter et quelques pistes peuvent être esquissées. Se préoccuper de l'international, c'est à la fois prendre en compte pour les entreprises et leurs besoins l'export et l'import. On a parfois tendance à l'oublier et nous devons l'intégrer dans nos approches du besoin. S'ouvrir également encore plus à l'écosystème et à ses attentes. C'est également une obligation pour que BCI reste incontournable. Quand le chef d'entreprise breton pense international, il doit penser BCI en premier. Nous l'avons vu, les outils numériques sont de beaux leviers, l'open aussi. Mais peut-être faut-il aller plus loin avec des liens renforcés à imaginer avec nos partenaires, tels BPI, les douanes, CCI International, Bretagne Compétitivité ou encore les conseils du commerce extérieur. Sans oublier, on n'en a pas trop parlé ce matin, les jeunes, avec notamment ce bel outil qu'est le VIE. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement les entreprises qui nous font confiance. Elles sont plus de 1000, comme ça a été rappelé ce matin. Les équipes de BCI et son président Christian Kefelec, et les équipes de CCI, bien sûr, toutes et tous engagés pour accompagner les dirigeants. Et pour conclure, je souligne la grande qualité du partenariat qui unit le Conseil général régional de Bretagne au CCI de Bretagne, au service des entreprises et des territoires. En tout état de cause, BCI a encore de beaux challenges à relever, on l'a évoqué tout à l'heure à travers l'échange, et de belles opportunités nous attendent pour permettre à la Bretagne de toujours rester ouverte sur le monde et s'adapter aux défis des transitions qui sont les nôtres. Merci à tous et soyons bretons. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre Rivry. Merci à vous. Allez, le mot de la fin avec vous, Loïc Chenet-Girard, président du Conseil régional de Bretagne, pour la conclusion de cette plénière, la 10e édition de l'Open. Bien, monsieur le président de BCI, cher Christian Kefelec, monsieur le maire, cher Hervé, monsieur le ministre, très cher Jean-Yves, madame la vice-présidente de la région, chère Laurence, monsieur le vice-président du département, cher Herven, monsieur le député, cher Eric, mesdames, messieurs, ravi d'être parmi vous ce matin pour conclure cette matinée de réflexion, d'échange. Je vais partager avec vous deux, trois constats, deux convictions et deux risques. Deux, trois constats. D'abord, c'est que la Bretagne a une place singulière dans le monde. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous l'avez entendu encore dans les propos tenus par les uns et les autres tout à l'heure. La Bretagne, c'est la mer. C'est la mer, bien entendu. Chère Marie Tabarly, cet océan qui nous a donné très tôt le goût de franchir la limite, d'aller au-delà de l'horizon pour voir ce qu'il se passe, pour voir de nouvelles choses. Et ce goût de l'aventure, nous l'avons gardé.
Nous l'avons gardé jusqu'à l'espace, effectivement. J'étais ravi de rencontrer Jean-Loup Chrétien, effectivement, qui m'a fait rêver lorsque j'étais jeune et qui aujourd'hui est encore un aventurier de l'économie, et tant mieux. Et nous avons en Bretagne finalement une histoire assez forte avec l'espace depuis Plumard-Baudou, qui était bien sur Terre, mais qui utilisait déjà des outils spatiaux pour communiquer. Et puis aujourd'hui encore, quand nous avons la chance d'avoir un Thomas Pesquet qui mange du ENAF dans la Station spatiale internationale, je peux dire que la Bretagne est aussi dans l'espace. Bref, la Bretagne est partout, où qu'on aille, où qu'on se trouve. Et j'ai eu le plaisir de le voir avec Jean-Yves Le Drian. La Bretagne a toujours un représentant, quelle que soit la situation où on se trouve dans le monde. La deuxième chose, c'est que la crise dans laquelle nous sommes est une crise multiple. Je ne vais pas m'étendre. Une crise internationale, une crise géopolitique, une crise climatique, une crise énergétique, une crise sanitaire, une crise peut-être aussi de valeurs. Et nous avons tout à rebâtir, tout à reconstruire et penser l'avenir. Et dans cette crise-là, la Bretagne, elle a continué à assumer sa tâche, a continué à assumer sa mission. Et l'une de ses missions, c'est de penser notre rôle dans la production. Et nous avons un rôle très important dans ce sujet de la production. Bien sûr, l'alimentation, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais nous sommes un outil de la souveraineté et nous devons le rester. Ceux qui pensent que l'effondrement du système alimentaire breton serait une bonne nouvelle pour l'avenir se trompent lourdement. Oui, il y a des enjeux considérables. Nous sommes à Saint-Brieuc. Il y a des enjeux d'algues vertes, il y a des enjeux de pesticides, il y a des enjeux d'intrants, il y a des enjeux d'équilibre. Mais nous avons besoin de participer à la souveraineté de notre pays et à la souveraineté de l'Europe. Et c'est un enjeu considérable que nous devons intégrer dans nos modèles. Nous avons une part de la souveraineté avec nos très beaux chantiers navals qui ponctuent la Bretagne, que ce soit pour la construction ou l'entretien, y compris de sous-marins. Et puis nous avons la chance d'avoir des bouts de filière très importants pour l'aéronautique, des bouts de filière très importants pour l'électronique, chère Evelyne, des bouts chère Jocelyne, pardon, des bouts de filières très importantes qui nous permettent de dire que la Bretagne est insérée dans des chaînes de valeur européennes qui ne demandent qu'à se restructurer et à s'approfondir, notamment dans nos territoires. Et nous avons, cher Alexandre Sobo, la passion de l'industrie en Bretagne. La passion de l'industrie en Bretagne. Et pour cela, il faut que les maires restent des bras armés qui permettent de faire en sorte que l'industrie se renouvelle sur nos territoires dans des périodes très complexes, chère Laurence Fortin, où nous savons que le foncier est limité, est une denrée rare. Où nous savons que les problématiques de l'eau sont des problématiques considérables pour l'avenir. Et puis, au lendemain de la pose de la première jaquette au large de Saint-Brieuc, conscience que si nous n'avons pas d'énergie, nous pourrons toujours dire que nous voulons de l'industrie, nous n'y arriverons pas. Puis enfin, le troisième sujet que nous avons devant nous, c'est de se dire que la mondialisation n'a pas forcément toujours été heureuse. La fin de l'histoire a été un mythe finalement très court, mais nous avons besoin de rester ouverts au monde. Et nous avons besoin de se dire que nos chaînes de valeur, notre industrie, notre économie, y compris l'économie des services, est connectée dans des systèmes qui sont aujourd'hui mondiaux. Alors oui, nous aurons besoin de relocaliser. Oui, nous aurons besoin de repenser l'économie circulaire et certainement de redévelopper certaines chaînes industrielles, y compris chez nous, et tant mieux, et j'en suis le premier militant. Tout cela dans une conscience du monde et dans une conscience que ce monde apporte de la valeur, apporte des choses à condition qu'on y mette des règles et des principes sur lesquels nous devons nous poser ensemble. Voilà pour l'état d'esprit. Et pour réussir cela, il faut continuer à travailler collectif. Travailler collectif, Jean-Yves faisait allusion tout à l'heure à l'Assemblée générale de Bretagne internationale de l'époque, cher Vincent Chamaret, où nous avions entendu le ministre-président, Le Drian, puisqu'il était et ministre et président, annoncer cette ambition de voir cette fusion se faire. Et je me souviens que si Alain Dallaire avait tenu la marée ce jour-là, ça avait secoué sévère une fois que Jean-Yves était remonté dans sa voiture. Je pense que mes 2 premiers cheveux blancs, ça date de ce jour-là, peut-être, d'ailleurs, puisque moi, je n'étais que soutier, mais un soutier qui avait l'honneur d'être aux côtés de ceux qui décidaient à l'époque. Et ben, c'était une très belle aventure, et ça montre bien que, y compris dans les moments de crise, y compris dans les moments de tension, il faut penser le long terme. Il faut gérer la crise et penser le long terme. Et à l'époque, c'est ce qui a été décidé qui nous permet aujourd'hui d'être unis. Et je crois qu'on en est fiers. Je le dis devant le président Kefelec, je le dis devant Jean-Pierre Rivry, la CCI de région et la région Bretagne sont fiers d'avoir un outil commun. Un outil commun qui est aujourd'hui solide, qui peut penser son évolution pour répondre aux nouveaux enjeux qui sont devant nous, mais cet outil, il est là.
Et c'est cette aventure-là que nous avons conduite pendant 10 ans et je voudrais remercier les directeurs successifs et les équipes de BCI qui ont su se structurer tout en pensant l'avenir et tout en pensant toujours que nous sommes au service de nos entreprises. Et ben, ce modèle-là, on doit le penser pour le reste. On doit le penser entre collectivités, parce que le bloc communal, les départements, la région doivent continuer à réfléchir ensemble, à construire ensemble et être de plus en plus agiles et efficientes. Nous le faisons dans le numérique, nous le faisons dans les sujets d'aménagement du territoire, nous le faisons dans le sujet du continuum entre l'insertion, l'orientation, la formation pour préparer les hommes et les femmes au recyclage de leurs compétences pour pouvoir rester disponibles pour les entreprises. Nous le faisons dans beaucoup de sujets, mais nous devons le faire aussi avec, bien entendu, l'État et les gouvernements successifs. Et je suis ravi qu'un Breton intègre le gouvernement aujourd'hui avec un costarmoricain, Hervé Berville. Et puis, nous devons le faire, bien entendu, avec l'Europe. Et c'est en travaillant en équipe que nous y arrivons. Alors, quand je dis qu'il nous faut plus d'autonomie en Bretagne, ne le voyez jamais comme moins de République. C'est plus d'autonomie dans la République pour agir. C'est plus d'autonomie dans les régions, des régions européennes pour en PAC être capable de répondre aux grands enjeux qui sont devant nous. Nous avons besoin, encore une fois, de cette interaction-là. Et je le redis, dans la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec un gouvernement qui est nommé ce matin, avec un Parlement décidé par le corps électoral il y a quelques semaines, eh ben, nous avons, nous, à nous organiser pour répondre aux enjeux qui sont devant nous, pour faire système, pour faire PAC, le PAC européen, le PAC de la République, qui est indispensable, et bien entendu ce PAC breton, qui ne joue pas solo, mais qui joue dans cette configuration-là pour faire en sorte de répondre aux attentes de nos concitoyens. Parce que ma première conviction, c'est que nous devons cultiver notre culture bretonne, cultiver notre singularité pour répondre à une ambition, c'est de bien vivre dans ce territoire, en étant responsable, donc en pensant France, en pensant Europe, voire en pensant monde, mais en faisant en sorte que nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, et notamment celles et ceux qui s'inquiètent pour leur avenir, vivent bien en Bretagne. Ça, c'est ma première conviction. Avec 2 risques. Je le dis devant vous, 2 risques qu'il faut combattre à chaque instant et que je combats à chaque instant. Le premier risque, c'est de se dire que finalement, pour bien vivre ici, il faudrait se refermer sur nous-mêmes. Et se refermer sur nous-mêmes, c'est jamais une bonne idée. Monter les talus et s'enfermer entre nous en se disant ce qui se passe à l'extérieur, ça n'a pas de sens. Ça peut être une tentation quand ça va mal, quand on est angoissé, et ce n'est pas une bonne solution. Donc nous devons rester la Bretagne, donc ouvert sur le monde, comme nous savons le faire depuis bien longtemps. Et puis le deuxième risque, c'est de s'enfermer dans le conservatisme. C'est de se dire finalement, il ne faut plus rien changer parce que si on change des choses, ça va être difficile. Oui, ça va être difficile, mais il faut changer des choses. Il faut changer des choses dans l'industrie, dans les services, dans notre aménagement du territoire, dans notre gestion de l'eau, du foncier, dans notre gestion de l'agriculture, dans notre gestion de toutes nos économies et de notre façon de vivre ensemble. Il y a des choses qui vont bouger. C'est angoissant, mais c'est enthousiasmant. À nous de le construire avec, encore une fois, une idée claire de ce que nous voulons faire pour faire en sorte que ce ne soit pas le conservatisme qui prenne le pas, parce que si c'est le conservatisme qui prend la main, alors on va se figer, et si on se fige, la Bretagne, de fait, est morte. Et puis la deuxième conviction, c'est qu'il ne faut pas attendre la loi magique. Il ne faut pas attendre la loi magique, il ne faut pas attendre l'homme providentiel, il ne faut pas attendre un miracle. Il faut faire. On est breton, il faut faire, il faut prendre les choses en main, il ne faut pas attendre de l'autre. Faisons ça ensemble, patrons, entrepreneurs, patrons du public, élus locaux, avec encore une fois cette interaction qui nous caractérise ensemble pour construire des outils, avec l'État, avec l'Europe, bref, faire ensemble pour penser l'avenir, être maître de notre destin, c'est ça la méthode bretonne. Vive la Bretagne, vive BCI et vive l'avenir. Merci à vous. Merci beaucoup Loïc Chénégira. Voilà, nous arrivons au terme de cette plénière. Alors, il y a une date, je crois, qu'il va falloir que nous notions tous ensemble sur nos agendas. C'est la 11e édition. La 10e n'est évidemment pas terminée et vous allez la poursuivre tout au long de cette journée. Mais la 11e édition aura lieu si j'ai une bonne information, le 3 juillet, c'est ça ? Le premier lundi de juillet, voilà. Et ça sera donc le 3 juillet 2023. Pour le lieu, on n'a pas encore d'informations, mais on suivra ça de près. Voilà, vous pouvez vous diriger vers l'espace cocktail pour poursuivre vos échanges. Je sais que vous avez beaucoup de rendez-vous B2B tout au long de l'après-midi. Les nombreux stands vous attendent. Très bonne Open à toutes et tous et à bientôt.